Aujourd'hui, le flex, c'est plus de lever de l'argent, c'est plus de dire ok mec j'ai levé 100 millions, ce qui a été le flex pendant 10 ans, c'est vraiment de dire je fais 100 millions avec juste 15 employés. Ok Alex, deux choses que j'aimerais bien voir avec toi aujourd'hui. La première chose, ça s'est passé il y a plus d'une semaine, c'est le rachat, enfin pas le rachat, n'importe quoi, la prise de participation plutôt, de Iman Gadzhi dans la plateforme Whoop. Et la seconde chose que je vais voir avec toi, c'est l'avènement du vibe coding et puis derrière l'avènement du vibe marketing. Ce que ça implique, ce que ça change aussi, est-ce que c'est totalement bullshit ou pas? Parce que j'essaie de me renseigner un peu, je me pose vraiment des questions des fois. Je pense qu'en fait, c'est des marketeurs qui ont inventé ces termes. Pourquoi pas derrière, soit pour vendre des formations, soit pour créer une sorte de tendance émergente sur la chose et faire des vues après sur Twitter. Mais bon, il y a eu quand même des belles réalisations, notamment dans le vibe coding. Et bizarrement, tu vois, je pense qu'il va y avoir des liens entre les deux. Entre le vibe marketing et avec la prise de participation d'Iman Gadzhi dans Whoop. Est-ce que tu veux commencer ou pas? Ouais, Vas-y. écoute, alors je vais être plus précis sur la partie 2 que sur la partie 1, mais sur la partie 1, j'ai aussi pas mal regardé tout ce qui était de l'ordre du vibe marketing. C'est sorti essentiellement grâce à toutes les améliorations là, de ChatGPT récentes. D'ailleurs, aussi dans le même temps, annonce d'une giga levée pour OpenAI. 40 Je pense que milliards. tu l'as vu, 40 milliards, même si bon, le truc est un peu plus complexe que ça quand tu lis entre les lignes. En fait, il y a 10 milliards tout de suite, 30 milliards jusqu'à la fin de l'année, dont 20 milliards comment dire, enfin, qui sont liés au fait que OpenAI se transforme en une for profit et plus une non profit. Ce qui est en fait pas si simple que ça, puisqu'il y a un procès notamment de Musk sur le sujet. Enfin bref, tout un sujet de structuration, mais voilà. Donc tout ce truc-là nous amène vers. On a parlé du vibe coding. Il y a un épisode qu'on vous invite à voir il y a quelques semaines. Enfin, même si je crois que ça s'appelait pas encore du vibe coding, mais en tout cas, on avait évoqué le sujet de coder via IA. Et ben là, on retrouve pareil avec le marketing. Et avec ce sujet on n'a plus besoin des agences, truc qu'on avait déjà évoqué, on n'a plus besoin des designers. Alors, je sais qu'à chaque fois, ça fait vachement réagir. Oui, mais c'est moins bien. Oui, mais c'est moins qualitatif. Et j'étais le premier à le défendre. Ceci dit, je pense que tu as vu les nouvelles améliorations sur ChatGPT. Putain, ça va quand même vraiment vite. Entre cette vidéo qui doit avoir 3 semaines où on a dit ouais, même j'étais le premier à remettre en cause en disant est-ce que ça va si vite que ça, est-ce que c'est si simple que ça, et ainsi de suite. Et maintenant, on a fait un bond. Et y a Sam Altman hier ou avant-hier qui a tweeté en disant la nouvelle version, vous n'êtes pas prêts les mecs. Tu vois, un truc dans ce goût-là, voilà. Les améliorations sont vraiment fulgurantes en ce moment. J'étais le premier à pas forcément totalement y croire. Là, honnêtement, factuellement, les améliorations sont assez fulgurantes. Et donc, à chaque fois qu'il y a ça, tu redébloques ce discours de est-ce qu'on n'est pas en train de faire beaucoup mieux avec moins, ou à minima pareil avec moins. Et c'est honnêtement assez incroyable. Euh, Comment il s'appelle Greg Eisenberg a commencé à vraiment essayer de théoriser le truc, a montré qu'il avait réussi à lancer un business. Alors il y a un tweet où il explique assez bien le truc, mais où il a réussi à lancer un business avec juste une personne au marketing, là où avant il avait une équipe de 3 à 4 personnes. Et en effet, je pense qu'on n'est pas loin, sur plusieurs métiers, de réussir à avoir des équipes méga réduites. C'est-à-dire que des sociétés qui descendent le nombre de salariés. Et j'écoutais Carlos Diaz qui disait aujourd'hui le flex, c'est plus de lever de l'argent, c'est plus de dire ok mec j'ai levé 100 millions, ce qui a été le flex pendant 10 ans, c'est vraiment de dire je fais 100 millions avec juste 15 employés. Et ça, visiblement, dans la vallée aujourd'hui, de ce qu'il disait, c'est l'énorme flex du moment. Et ce qui est drôle, parce que ça envoie un message qui est l'inverse de ce qui a été envoyé dans la Silicon Valley pendant toute la période précédente, c'est-à-dire de dire, avant c'était on lève beaucoup d'argent, on prend un marché, on n'en a rien à foutre de cramer de l'argent.
La Silicon Valley était notoirement connue pour cramer un max de fric. Aujourd'hui, le flex, c'est d'avoir une entreprise rentable. Et rentable à des niveaux jamais vus auparavant. Jamais vus auparavant. Après, ça dépend le site de business. Un OpenAI, aujourd'hui, il a quand même le flex de dire, bah, nous, on lève 40 milliards, on veut cramer maximum de thunes, et pour tous nos concurrents, eh ben, ça va être le prix à payer, quoi. Si vous voulez venir, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez de la bataille, de la course, bah, regardez-nous, on a 40 milliards, et on va tous les cramer en une année. J'ai de la merde, hein, peut-être, très certainement. Donc ça dépend aussi le game dans lequel tu veux jouer. Si t'es dans un game de cash flow, pourquoi enfin, si t'es dans un game de cash flow, why not? Et d'ailleurs, un gros cash flow. Hein. Mais si t'es dans un game de je veux révolutionner une industrie, je vais être premier, euh, ça dépend. Ça C'est dépend. vrai, Ça dépend, ça c'est dépend. vrai, c'est vrai que tu as raison que le contre-exemple, c'est vraiment OpenAI qui, tu vois, cette année, enfin 2024, là, qu'ils ont clôturé, je crois, si je dis pas de conneries, qu'ils ont fait 3 milliards de CA, 3 milliards quelque chose, hein, voilà, pour 6 milliards de pertes. Si on fait les additions vaguement, ça veut dire qu'a priori, ils ont 10 milliards de dépenses annuelles. En effet, ils ont peut-être levé, alors ils vont les augmenter là, donc ils ont peut-être levé 2 ans de cash avec les 40 milliards. C'est sûr que là, tu as un problème, tu as le fameux problème de trouver des GPU. Je sais pas si tu as vu le tweet de Sam Altman qui, alors je sais pas quelle heure il était aux US, mais il devait être minuit ou 1 heure du match chez nous, qui met Salut les gars, on a un problème, on n'a plus assez de GPU, j'achète des GPU par paquet de 100 000, enfin de 100 000 euros, enfin 100 000 dollars je suppose, dès que si vous en avez, contactez-moi. Genre, on aurait dit littéralement le fondateur d'une startup en galère qui dit, tu vois, qui demande un truc et qui fait ouais, venez en MP s'il vous plaît quoi. Tu vois, qui a des GPU sous le coude inutilisés à coût de 100 000 balles, tu vois, enfin c'est très bizarre. Euh, donc je pense ils ont vraiment une contrainte de compute, OpenAI, et que cette contrainte de compute, elle leur pose des problèmes, elle leur oblige à cramer du fric comme des débiles. Mais à part eux et à part les concurrents de cette même vibe là, à part les trucs vraiment deep tech, genre pas crevé, machin, mais même les trucs pas crevés, tu vois, Don't Die de Brian Johnson là, au final ils vendent des abonnements, il est cash flow positif, j'en suis sûr. Ouais, enfin, la grosse différence, c'est qu'il avait quand même, il a investi de son côté en R&D pendant quelques temps avec sa propre thune. Et Ouais, après, il a investi 2 énormément millions de par revenus an. en médias. Oui, mais justement, d'ailleurs, je pense que c'est directement lié avec le sujet du vibe coding, avec l'histoire du vibe marketing aussi finalement. Euh, et aussi avec cette histoire de hoop. On arrive à une époque, mec, où là, il y a un ami au sein du réseau qui va se reconnaître. Je parlais avec lui juste avant. Et le mec, alors j'espère que je me trompe pas, mais j'en suis sûr à 99%, il a jamais codé de sa vie. Ok. Et là, il vient de lancer son petit SaaS. Il s'amusait avec Cursor et vient de lancer un petit SaaS qui est hyper chouette. C'est un SaaS qui te permet de trouver toutes les vidéos virales sur YouTube avec un très bon euh, ratio like vu sur une thématique donnée. En gros, si toi demain, eh bien, tu veux faire une vidéo sur le vibe coding, tu tapes dans son site vibe coding et tu vois toutes les vidéos sur la Terre avec le meilleur ratio possible pour t'en inspirer et voir comment tu peux imiter un peu son process. Ce que je trouve extraordinaire. Et en fait, lui-même s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il s'est dit, ok, c'est bien beau ça, je me rends bien compte que la valeur derrière la compétence de savoir coder est en train de s'effondrer. Moi, j'ai jamais fait ça et pourtant j'arrive. Et on revient au problème de base qui est de dire, génial, maintenant, comment est-ce que je fais la distribution? Et c'est finalement le plus gros goulot d'étranglement aujourd'hui d'absolument tous les business, depuis la nuit des temps, mais de plus en plus aujourd'hui, vu que la valeur technique est en train de disparaître aujourd'hui. Et là arrive le vibe marketing. Et on pourrait croire que, bah en fait, on a hacké avec le vibe coding, on a détruit la valeur technique. Peut-être qu'on va aussi détruire la valeur marketing avec le vibe marketing. Alors le vibe marketing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en gros, si je schématise, mais c'est le fait d'utiliser l'IA comme force principale, comme force motrice pour votre marketing. Point final. Et donc ça va être des allers-retours entre vous et la machine, certaines fois directement reliés d'ailleurs à vos canaux de distribution, pour eh bien, créer des ads très rapidement. J'ai vu un tool qui est absolument extraordinaire. Tu mets le nom de tes concurrents, il vient scraper toutes les ads de tes concurrents, il les analyse, il les trie dans un tableau, et ensuite il te propose des ads
exactement pareil, mais avec ton propre branding, ce qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, sur ChatGPT 4.0, je vous invite vraiment à vous amuser à ça. Vous prenez une ad ou une publication, un visuel que vous aimez bien, vous lui dites s'il te plaît, fais-moi la même chose, mais vous me traduisez ça en français, et puis vous mettez ce logo et vous mettez le nom de la marque, il vous fait le même visuel avec votre logo, votre branding, le nom de la marque en français, ce qui est absolument incroyable. Et donc à l'échelle, finalement, c'est un peu ce que propose le SaaS dont je viens de parler, c'est de se dire qu'en 2 clics, tu peux pusher toutes les ads de tes concurrents qui marchent le mieux sur tous les autres marchés avec ton propre branding, ce qui est absolument incroyable. Un autre type de vibe marketing qui est en train de se déployer, on en parlait d'ailleurs dans l'un des derniers épisodes, c'est de se dire, ok, je veux développer via l'acquisition organique, qu'est-ce que je fais? Je scrape toutes les vidéos de mathématiques qui décollent, je regarde uniquement les vidéos type UGC où la personne ne parle pas vraiment, juste il présente le produit, alors encore mieux, juste la tête de la personne avec des écritures, et je traduis tout en français par exemple si c'est de l'américain, et je publie ça sur différents comptes, tout ça de manière 100% automatisée avec l'IA. Euh, et face à ça, tu dis qu'il reste plus grand chose, quoi. Et du coup, j'ai essayé de creuser un peu. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le vibe marketing est peut-être un peu bullshit, au sens où, contrairement au vibe coding, où finalement tu codes, t'as ton produit, point final, euh, le vibe marketing ne peut pas créer une relation de confiance. Et en fait, on revient juste à la base de la base. Ouais. Le vibe marketing, en fait, les gens oublient un peu ce que c'est le marketing. Les gens oublient un peu les bases de cette thématique. Les bases, c'est on crée une relation de confiance de dingue, humaine ou pas, d'ailleurs. On itère en permanence sur la durée et sur des temps longs. Et ensuite, eh bien, on accumule suffisamment de social proof pour prouver que le produit résout bien la problématique qu'on a donnée. Alors, il y aura des contre-exemples, il y a forcément des marques qui ont réussi à outrepasser ça, mais la base, c'est ça, quoi. Et le vibe marketing, ça reste un travail de technicien, ça reste un travail d'exécutant, mais ça ne permet pas de bâtir la base du marketing qui est de la relation de confiance pour prouver que le produit va bien exécuter la chose, et puis derrière créer un branding suffisamment fort pour créer une relation qui va faire qu'il y a un lien de confiance qui va être créé. Donc voilà selon moi la limite du vibe marketing. Et alors attends, et dans ce cas-là, le vibe marketing en tant que force de production, plus du personal branding, pour le coup, pour créer ta relation Exactement. ta Et, et- relation réelle. et j'allais y venir, et en fait la transition avait tout trouvé avec le rachat de Whoop, pas le rachat encore une fois, je me trompe, pardon, la prise de L'investissement. participation de Diman Gadzi dans Whoop. En fait c'est exactement le même sujet que il y a un an Alex Hormozy avec School. C'est le même game. C'est les mêmes profils, une audience plus ou moins similaire, un personal branding hyper travaillé qui investissent tous les deux dans une plateforme communautaire. Point final. Donc déjà, ils ont fait tous les deux un bet qui est assez intéressant, le même type de pari. On parie sur les plateformes communautaires, on parie sur les plateformes de relations, on parie là où il y a de l'humain à l'humain qui se parle. Donc déjà, rien que d'un point de vue signal de marché, je trouve ça intéressant. Euh, et puis surtout, euh, alors, il y a deux sujets, mais pour rester sur le vibe coding, vibe marketing, euh, Iman Gadi, qu'est-ce qu'il a fait? Iman Gadi, il se dit, le futur, c'est l'humain, le futur, c'est le personal branding. Et d'ailleurs, Mathis nous disait la semaine dernière que notre ami, euh, le marketeur, là, le marketeur américain, Ty Lopez, lui avait dit, les deux trucs qui allaient exploser, c'est l'IA et le personal branding. Donc si tu arrives à cumuler une relation de confiance que tu crées via le personal branding avec derrière un vibe marketing, c'est-à-dire tout le côté technicien, où en fait tu vas mettre à l'échelle finalement une relation de confiance que tu as déjà réussi à créer, donc la base, ça peut donner quelque chose de redoutable. Et c'est ce que fait aujourd'hui parfaitement Whoop. Whoop, c'est une plateforme communautaire qui permet à n'importe qui, à n'importe quel créateur surtout, de monétiser son audience et de la monétiser de plusieurs manières. Et l'une des manières de monétiser, c'est une nouvelle feature qu'ils ont lancée il y a 6 mois, 7 mois, c'est le pay-per-view. Le pay-per-view, qu'est-ce que c'est? C'est payer à chaque fois que quelqu'un va voir
une de nos vidéos, un de nos brandings. Un exemple tout bête, il y a Drake récemment qui a payé, qui est allé sur Whoop et qui s'est dit, ok, je veux faire en sorte que ma musique devienne virale, et donc je vais payer je sais pas combien de dizaines d'euros à chaque fois qu'il y a une vidéo qui va atteindre les plus de 1000 vues avec ma musique par-dessus. Ok. Et donc ça, de manière, c'est du vibe marketing ça pour moi. C'est de la technicité où en fait n'importe qui peut arriver avec une quinzaine de comptes et dire ok c'est du pay-per-view, je balance du Drake, j'essaie d'avoir de la vérité, un peu comme les apps B2C aujourd'hui, je balance, je Ouais. balance, je balance, et j'ai la chose. Et donc si tu combines toute cette technicité avec la relation de confiance de base, je pense que ça peut donner des choses absolument redoutables. En fait, c'est un mélange. Le vibe marketing, aussi, c'est un peu ce qu'on appelait le gros hacking il y a quelques années, si tu veux. Aussi, ouais. Tu vois, Mais cette là, t'es fois-ci, plus à la mais cette limite du fois-ci, gros hacking. Ouais. 100% avec IA, quoi. Et ça aide. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, on n'a rien inventé, au final. Non. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, c'est très drôle parce que si tu prends une startup il y a 10 ans et que tu découpes ses coûts, t'avais deux énormes lignes de charge qui étaient l'équipe dev, l'équipe marketing et la pub et tout le bordel qui était autour. Et donc en fait, quand tu découpes tes deux grandes charges, c'est ces deux-là. En fait, l'IA, j'ai quasiment envie de te dire, si tu es un investisseur et que tu veux te dire où est-ce que l'IA va frapper son prochain grand coup, plutôt que d'aller chercher des trucs compliqués en disant oui, alors peut-être que le marché de ceci, non, 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 ok. À mon avis, tu prends les startups des 10 dernières années, les startups sont souvent connues pour consommer les premières. C'est plus facile, et c'est pour ça que beaucoup de SaaS français notamment avaient cette grande technique qui était de faire des SaaS pour les autres startups. Et il y avait un truc qui se disait, c'est qu'à Paris, en gros, le seul marché des startups qui a atteigné 1 million d'ARR, c'est parce qu'elles avaient vendu à tous leurs potes, qui a été financé par le même VC, et chacun avait un produit pour les autres, et en fait, elles vivaient entre elles, puisque moi, je facturais 100 balles à la startup qui faisait de la compta 100 balles Quel à celle qui faisait enfer. du RH, celle du RH à celle qui faisait du marketing, et ainsi de suite. Et en fait, ça n'arrivait jamais à passer à l'échelle parce qu'il y avait un moment où ils se heurtaient aux vrais PME du vrai monde et le truc passait pas. Il faudrait retrouver l'extrait du mec qui disait ça, c'était assez intéressant. Et il y avait des mecs en off qui le disaient aussi beaucoup. Anyway, pourquoi je te raconte ça? C'est parce que je serais VC aujourd'hui, je prendrais les comptes de résultats des startups d'il y a 7 ans, 8 ans, 5 ans. Je regarde le truc, je vois où sont les grosses charges. À partir du moment où c'est évidemment faisable avec de l'IA, je fais un croisement des deux et je me dis vas-y, marketing, 40% du budget d'une startup, let's go, on va mettre de l'IA dedans. Après, malheureusement, c'est pas non plus magique, hein. Je veux dire, l'IA peut faciliter grâce au contenu organique, mais à la fin de la journée, le marketing payant est quand même peut-être pas le plus efficace, ça dépend, mais au moins on arrive à se projeter un peu plus avec le marketing payant. Et là, il faut sortir. Tu peux tester plus rapidement, tu peux atteindre des ROI plus intéressants, très certainement, parce que tu viens tester plus rapidement des visuels. Tu peux assez rapidement, je pense, grâce à l'IA, trouver les meilleurs influenceurs avec le meilleur ratio engagement abonné, etc. Mais ça vient pas niquer, enfin, ça vient pas kill la chose la plus importante qui est, bah, c'est cher, quoi. À la fin de la journée, pour avoir de la distribution, à part si t'es sur de l'organique, bah, c'est cher, hein. C'est vraiment cher. Mais c'est pour Sauf ça que, si tu arrives à faire des formes de gros hacking qui n'étaient pas possibles sans IA. Je te donne un exemple, mais tu sais ce qu'on a dit il y a 2 semaines ou même la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, l'histoire de farm ouais, content là sur c'est TikTok. difficile. Mm. Ça, mec, sans IA, c'était impossible. C'était une technique, enfin, ou alors vraiment, fallait, tu vois, il y avait des boîtes qui étaient organisées en Chine, tu sais, avec des grands hangars, t'avais 50 mecs qui tournaient du contenu les uns à la suite des autres, et en effet, ils finissaient par réussir à starter des trucs, mais Ça, avant, c'était possible, mais à l'époque de Andrew Tate. C'est-à-dire que c'était possible à l'échelle parce qu'il arrivait à crowdsourcer la chose. Il expliquait, il formait des milliers et des milliers de petits bonhommes, et après il déléguait la chose. C'était pas lui qui le faisait en interne, il allait crowdsourcer la chose. Donc c'était possible de cette manière, mais c'était chiant, il y avait beaucoup d'humains à gérer. Là, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le faire en interne sans avoir à gérer la ressource la plus chiante au monde, l'humain. complètement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment en interne la méthode, l'ex-méthode Andrew Tate, c'est-à-dire du crowdsourcing. Sauf que là, bah, la force de travail et la force du peuple
a été complètement remplacé par une IA qui te donne cette force de prod. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche, et c'est là que c'est intéressant, et ce qu'on disait tout à l'heure, et on reboucle, mais c'est là que, par contre, le personal branding, ou alors là, dans les farms, c'est pas toujours le cas, mais dans le cas de Tate, s'il le faisait aujourd'hui par IA, le personal branding reste primordial. Parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les gens, ils ont suivi Tate. Et moi, j'ai une théorie pour toutes les personnes là, qui nous écoutent, si vous voulez. Euh, à l'époque du Web3, j'avais eu cette théorie à l'époque du Web3 et je t'en avais déjà parlé à cette époque. C'était il y a 2 ans et quelques, 2 ans et demi. Je me souviens, j'étais au Canada, on s'était fait un appel ensemble. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gros gagnants, c'était pas les personnes qui avaient les collections d'NFT, c'est les personnes qui avaient la distribution. Je me souviens encore d'un compte Instagram qui prenait 1 million ou 1,5 million, je sais plus, par semaine, pour faire la promotion de collections de NFT. Et après ma collection, euh, j'en étais arrivé à la conclusion que finalement le game le plus intéressant à attaquer aujourd'hui, c'était pas un game de SaaS, c'est pas un game technologique, c'est pas un game de produit. Finalement, c'est un game de distribution. Et en fait, ce qui est génial avec la distribution, c'est que tu n'as pas réellement de produit. Tu as du contenu. Le contenu est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de trouver du contenu market fit que le product market fit. Et donc, Ouais. pour les personnes, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et d'ailleurs, il y en a qui le font depuis la nuit des temps, mais de plus en plus sur, ok, je vais arrêter de créer des produits, je vais juste créer des ponts de distribution un peu partout, des canaux Telegram avec des centaines de milliers de personnes, des newsletters avec des centaines de milliers de personnes, des podcasts, des comptes Instagram, soit des comptes sans faceless, donc sans personal branding, ça peut marcher aussi, soit des comptes avec personal branding. Maîtriser la distribution et après, tu en fais ce que tu veux. Parce que comme ça, tu ne prends plus le risque énorme qui est de trouver le product market fit, c'est hyper chiant, c'est hyper long, tu perds beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Tu prends, tu prends plus aucun risque en fait à ce niveau-là. Tu n'es même plus obligé de prendre un risque de financement avec l'acquisition organique. Tu t'occupes juste de la chose finalement qui est le plus simple à mettre en place si tu as juste ce focus à mettre en place, c'est te créer une audience, te créer des abonnés. Après derrière, tu as tout le luxe du monde de déployer des produits. Soit tu développes tes propres produits en te basant sur la data que tu as réussi à récupérer de toute ton audience actuelle et donc tu augmentes les chances de trouver le produit market fit fois je sais pas combien. Ou alors, eh bien, tu fais de la sponsorisation. Donc ça peut vachement bien payer puisque le nerf de la guerre c'est l'acquisition, c'est la distribution. Donc si tu la maîtrises, tu peux gagner beaucoup d'argent, demander à Facebook. Et troisième chose encore plus importante, tu peux faire du VC. Tu peux faire du VC et tout ce qui s'ensuit. Tu as la distribution, tu fais ce que tu veux. La preuve, c'est exactement ce que fait 20 VC avec Harry Siblings. Clairement. Et en fait, c'est quelque chose, je trouve que c'est une thèse qu'on n'entend peut-être pas assez. On entend beaucoup la chose de créer du contenu, derrière vous allez pouvoir créer un petit produit, etc. Mais moi, j'entends pas assez la thèse de, en fait, votre business, ça va être la distribution. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est de créer de la distribution. Je crée des canaux de distribution. Et je connais plein de personnes qui sont très bons en distribution, qui sont très nuls en création de produits, en gestion d'équipe, en gestion de tout ça. Et en fait, je leur dis à ces personnes, aujourd'hui, le meilleur produit possible, finalement, c'est de créer de la distribution. C'est de créer ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que la distribution, peu importe sa forme, est hyper importante. Bah, j'écoutais encore Jean de la Roche-Brochard il y a quelques jours là, qui disait, même hier je crois, qui disait les first time founders se concentrent sur le produit, les second time founders se concentrent sur la distrib. Bah oui, enfin il y a un fond de vérité là-dedans, et plus l'IA avance, plus le produit va être facile à développer. Alors, tu auras aussi une uniformisation, donc devenir meilleur en produit va aussi devenir, tu vois, tu as une espèce de compétition un peu chelou qui va se jouer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la distribution va devenir le principal truc. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas de plus de boîtes que ça, et je suis d'accord avec toi, de distrib. Toi qui d'experts de distribution, ou tu vois, ne serait-ce que d'agences qui, au lieu de te dire, bah ouais, je vais te faire des ads, je te fais du service, va te dire, je vais te faire de la distribution. T'emmerdes pas à savoir si tu veux faire des ads. C'est notre problème. Moi, si j'étais directeur d'agence aujourd'hui, j'essaierais de me constituer des bases. Pourquoi les agences ne créent pas, tu vois, des galaxies de newsletters? 100%. Les mecs savent faire du marketing, les mecs sont bons, les mecs côtoient des gens qui font ça depuis des années.
ils seraient très bien placés. Et c'est leur grande défense contre l'IA, ce serait peut-être ça. Tu vois. Et en plus, ça viendrait, enfin, tous les budgets iront directement dans leur poche. Imagine un Kodak qui aujourd'hui brasse, enfin, il gère énormément de volumes qui viennent pas de leur poche puisque c'est du volume qui Oui, file oui. aux plateformes de distribution. Bien sûr, bien sûr. Si demain ils créent leur propre newsletter, et d'ailleurs, un ami qu'on a en commun n'arrête pas de me dire que les newsletters B2C, et à mon avis, du coup, ok, si on dit newsletter B2C, c'est aussi canal Telegram, personal branding, ce que tu veux, en lien avec le B2C, c'est vachement sous-coté. Tout le monde se positionne sur la distribution B2B parce qu'on croit que le CPM est plus élevé, etc., ce qui est pas faux. Mais en fait, il y a énormément de marques e-commerce qui cherchent à viser le grand public et donc qui recherchent aussi des nouveaux canaux de distribution comme ça, et il en existe pas énormément, quoi. Il y a les influenceurs, et puis c'est tout. Je veux dire, tu verras pas beaucoup influenceurs, j'entends Instagram, pourquoi pas un peu YouTube, mais tu vas difficilement voir une newsletter pour femmes pousser un produit de maquillage. T'en as, mais je ne vois pas encore beaucoup en France le faire. Ouais. Au point il avait réussi à vendre un produit, une boîte qui vendait de la viande rouge, qui a acheté, qui a acheté des slots de sponsorisation sur une newsletter business avec 80 000 abonnés. Tu te dis, ok, putain, si le mec il va jusqu'à sponsoriser une newsletter business, je comprends la logique, c'est de se dire les entrepreneurs ils prennent soin d'eux, ils bouffent de la protéine, peut-être qu'ils bouffent de la viande, tu vois. Il y a une logique, mais je veux dire, Ouais, tiré par les cheveux quand même. Enfin, c'est tiré par les je la cheveux. comprends, mais elle est pas d'une évidence. Donc, en effet, je pense que ce que tu viens de dire est ultra pertinent, c'est-à-dire que les agences, pourquoi est-ce que les agences ne développent pas leurs propres canaux de distribution et pourquoi ils ne proposent pas justement aux marques qu'ils accompagnent de se dire, mais quoi qu'il arrive, euh, et en plus, la grosse problématique des agences aujourd'hui, c'est d'atteindre leur objectif. La plupart des agences, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que la relation de confiance avec les agences a été vachement détériorée ces dernières années, beaucoup de grosses promesses pour finalement des résultats qui n'étaient pas dingues. Mais si ils maîtrisaient directement leur canal de distribution, bah, ça leur permettrait d'avoir déjà des preuves de skills irréfutables. Et puis aussi et surtout, beaucoup plus de chances d'apporter des bénéfices concrets aux clients. Mais ouais, je pense que ce Et, serait intéressant de faire venir une agence actuellement, tu vois, qui tourne, et de leur demander, tu vois, d'essayer de comprendre comment ils voient ce truc-là. Est-ce que c'est des choses qu'ils étudient et c'est un passage à l'action qui se fait pas forcément, ou est-ce qu'il y en a qui le font, ou est-ce que c'est des choses en fait, tu vois, nous on est là assis tranquillement à réfléchir, voilà. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est dans leur priorité. Et en fait, tu vois, on a des blind spots gigantesques parce que mais mille raisons. tu vois, Cerber Agency, est-ce Oui. qu'on peut en parler ou pas? Tu peux me. Vas-y, Ok, à hauteur de ce que je sais, je te ok, réponds ok. avec plaisir. Donc Cerber Agency, pub gratuite, c'est aujourd'hui, ça a peut-être évolué, mais de base c'était de la pub Facebook. Il vous faisait de la pub Facebook. Ouais, De ouais, base. ouais, c'est plus compliqué. Mais oui, 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 c'est ça, ouais. Pour la faire courte. Euh, Pourquoi faire de la pub Facebook? C'est parce que derrière, il y a des personnes qui voulaient atteindre des clients grâce à la publicité Facebook. 100%. Est-ce que le fondateur, que tu connais très bien, a déjà eu comme réflexion de se dire, bah en fait, les types ils viennent me voir pour avoir l'acquisition, je vais créer mon propre canal de distribution qui est basé sur la majorité des clients que j'ai. Par exemple, si la majorité de mes clients c'est des boîtes qui visent du B2B, bon bah je vais créer une newsletter spéciale B2B et je vais leur proposer aussi de les distribuer dans ma newsletter. Ça, à ma connaissance, en tout cas avec moi dans la pièce ou moi, ça n'a jamais été évoqué. Ok. Et tu sais pourquoi ou pas? Et ça peut être tout simplement, c'est pas mon métier quoi. Parce que je pense que si tu veux, je pense que la meilleure réponse que je peux te faire, c'est parce que toute la journée, tu vois, t'es déjà en train de gérer des trucs à la con. Et donc, en fait, t'as pas le temps de cerveau disponible pour prendre du recul en disant, mais putain, ça c'est hyper malin. Ok. Et donc, je pense que dans tous les cas, t'as une espèce de goulot d'étranglement opérationnel. Mais par contre, je te ferai une réponse de meilleure qualité dans le prochain podcast. Et d'ailleurs, on pourra inviter Benoît, hein, mais euh, je pense que prendre. Enfin, je te ferai une réponse. Je vais lui poser la question en direct. Je veux dire. Mais je pense que c'est essentiellement une question de timing et de, tu vois, de force vive, quoi. Ok. Ok, ok. Ok. Voilà. Ouais, épisode rapide. Je crois que Alex est pressé. Dans tous les cas, le sujet a été assez restreint.
Mm. Euh, Tu veux rajouter autre chose ou pas? Non, c'est bon pour moi. Ok. Bah écoutez, merci à tous. Abonnez-vous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.